voilà. Bonsoir messieurs, dames, merci d'être là. Nous sommes très contents de vous avoir ici. Nous sommes très honorés d'avoir M. Pénac et M. Barret avec nous. Donc, peut-être avant de commencer, Sophie va juste faire un tour de table pour présenter qui est là. Vous laissez la parole rapidement puisque je crois qu'il y a une nécessité de messieurs ici. Vous ne peut-être pas rapidement rappeler de quoi parlent vos sites, vos blogs pour voir un petit peu vers où la conversation va s'axer. Voilà. Merci beaucoup d'être là. Ça me fait plaisir. Vous aussi. À titre personnel et voilà, si ça vous en fait. Commencez par là. Moi je suis Nicolas Christian et je suis rédacteur pour le blog de Nathalie Dassa, Ciné Chronicles. Qui est un blog plutôt orienté fantastique. D'accord. Voilà. Moi je suis Céline Claude, je travaille pour Genside, qui est un site masculin et je m'occupe de la revue de culture, donc en fait vraiment beaucoup de choses, donc plutôt polyvalent à ce niveau-là. Bien. On s'est vu aux interviews là, il y a 10 jours, c'est ça, ouais. Bonjour, donc moi c'est Cynthia Urbano et moi je travaille pour le site Daddy Cool, qui est le premier média qui s'adresse aux hommes en tant que père. Voilà. Vous avez noté qu'il n'y en avait pas beaucoup dans le film. C'est pour ça. Moi je suis Céleste Durand, je travaille dans le community management avec Olivier. Mon live tweeté à cette conférence avec le hashtag Au bonheur des hommes. Je suis Samia Yacouvalier, je m'occupe de la rubrique cinéma de purepeople.com. Gros partenaire du film. Voilà. Bonjour, je suis Boris Colquier, rédacteur en chef du site modelobby.net. On a environ 4000 critiques sur le site, on fait également des événements presse. Donc moi c'est Buzyn Marie-Laure, je représente le site salopsur.com, donc ça traite essentiellement du cinéma. Maintenant c'est mis aux jeux vidéo depuis une semaine, et à la tech aussi, mais ça arrive à voir. Et donc on avait vu la projection qui était une très belle adaptation, et depuis j'ai lu le livre, mais également plus, donc bravo, je vous félicite. Merci. Tous les deux. Bonjour, moi c'est Olivier, donc je travaille avec Cécile et Lucie de chez Côté. Je travaille sur le film tout au long de cette promotion, sur Facebook, sur Twitter, tout ça. Je suis Anne-Claire Tessier, je suis un peu le film parce que j'ai un blog littéraire, un blog de lecture qui s'appelle Les livres de Georges. Voilà, et notamment j'avais organisé un challenge littéraire sur les œuvres de Daniel Pénac qui a beaucoup plu. Donc voilà, les blogueurs qui nous suivent lisent vos romans, on parle. Voilà. Et qui est Georges? Georges Sand. Ah. Moi je suis Barbara Mola, je suis rédactrice sur le webzine Culture et ça dépend des jours. Et donc c'est un webzine qui regroupe des articles sur à peu près tout. Donc la littérature, le cinéma, les jeux vidéo aussi, les porte de ça. Et demain c'est une bonne journée ou pas? C'est ça dépend du jour. Vous avez posté quelque chose? Oui, sûrement, oui, bien sûr. Bonsoir, donc moi c'est Caroline Michel et je suis journaliste chez Féminin, notamment dans les cultures. Voilà. Merci en tout cas, enchanté. Merci d'être présenté. Alors comment ça se passe c'est nous qui posons les questions? Vous pouvez prendre la parole en levant la main. N'hésitez pas, comme l'a dit Cécile, à tweeter, à Facebooker pendant la table ronde avec le hashtag. Olivier vous retweetera pendant ce moment. Et voilà. Et nous vous retweeterons nous-mêmes. Voilà, si vous êtes prêts pour la première question. Voilà. Moi j'ai une question pour Daniel Pénac. J'ai entendu que vous aviez refusé beaucoup d'adaptations, de propositions d'adaptation du livre. Alors, pourquoi Nicolas? Parce qu'il y avait une prime à l'enthousiasme. C'était très instinctif. J'étais dans un théâtre où je lisais le Bartleby de Melville, qui est une nouvelle sur le non-désir radical. Bartleby, c'est une personne qui a dit would prefer not to, préférerait pas, non-désir total. Et je lis cette nouvelle, j'ai lu cette nouvelle pendant 3 ans au théâtre. Et un jour, en sortant du théâtre, ce fou furieux me
me saute dessus en me disant « Je veux faire au bonheur des hommes !» Donc le désir total, alors que je venais de m'occuper du non-désir. J'ai dit « Non, cas, si tu veux le faire, fais-le. » Et c'était vraiment la prime à l'enthousiasme. Tu avais quelqu'un des personnes avant? Non, c'était très préparé avant, c'était très... Et puis sur le bonheur des ogres, il n'y a pas eu grand-chose, il y a eu quelques demandes, mais qui se sont toutes d'ailleurs dans la réalisation heurtées à la question du grand magasin. Et comment filmer dans un grand magasin, apparemment c'était rédhibitoire, comment ça. Mais lui, donc il m'a montré ces 2 courts-métrages, et une fois qu'il m'a montré ces 2 courts-métrages, j'ai dit, fais ce que tu veux, tiens ma bénédiction. Et c'était vraiment sur l'enthousiasme. Et à partir de là, mais c'est pareil d'ailleurs pour l'autre. Ernest et Célestine, c'est pareil, il y avait un tout jeune homme qui avait 20 ans quand il a commencé le film. Pareil. La jeunesse et l'enthousiasme. Le désir de faire. Nicolas, c'était effarant. Mais j'aurais voulu l'empêcher, j'aurais pas pu. Quelqu'un a une deuxième question? Vous avez pensé un jour être adapté au cinéma comme ça ou... Non. C'est pas vraiment... en écrivant la saga Malocène, je me disais même que c'était pas adaptable parce que pour moi, ce ne sont pas des livres d'images, ce sont l'écriture produit de l'image mentale, pas de l'image rétinienne. Par exemple, dans les Malocènes, aucun personnage n'est décrit physiquement. Je ne sais pas à quoi ressemble Malocène, ni Julie. Bon, c'est que Julie a de jolis seins, mais bon, ça ne suffit pas pour définir une personne. Que Clara a une voix de velours, c'est assez banal comme expression, ça ne suffit pas non plus à définir quelqu'un. Donc il n'y a pas de description à proprement parler. Et pourtant, quand Nicolas est arrivé, la première chose qu'il a dit, c'est « Je vois ce magasin sortir la nuit, et je vois ceci », toutes ces phrases commençaient par « Je vois », j'ai pas lu. Si tu vois, tu montres. Très bien. Je vois des milliers de figurants. Et est-ce que vous pensez faire une adaptation aussi pour les autres livres de la saga Malocène? C'est un peu aussi lié au succès ou pas de ce premier film, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un public qui ait envie de ça déjà. Parce que je pense que... Derrière vous, vous avez l'envie secrète de produire d'autres films, enfin, de réaliser en fait des films sur les Malocènes et leurs aventures. Déjà, est-ce que Daniel, vous auriez envie de notre aventure Moi, ça m'est complètement égal. Mais oui, dans la mesure où Nicolas est lui-même un ovni qui est arrivé, qui a remporté comme ça au bonheur des hommes, paf, le cinéma. Moi, j'ai jamais pensé que le sort, le destin de mes bouquins était de finir sur un écran. Vraiment, je n'ai jamais pensé ça. Mais, encore une fois, quand il arrive, lui, et qu'il me parle du bonheur des hommes, et qu'il m'en parle essentiellement par image, c'est vraiment ça qui m'a frappé. Vraiment ça qui m'a frappé. Si vous me demandez de vous parler du bonheur des hommes, vous aurez très peu d'images. Vous allez avoir des considérations sur le bouc émissaire, la bouc émissarisation, René Girard, qui est un philosophe que beaucoup d'entre vous ne connaissent sans doute pas, à partir duquel est née cette idée, etc. Nienne de l'image. Belleville, mais en fait, parce que j'y habite, il est prudent de parler de ce qu'on connaît. Donc, si Malocène habite Belleville, c'est parce que j'y habite. Mais il y a très peu d'images. Donc, si l'OVNI, là, à Malocène... Des métaphores. Ce sont des métaphores essentiellement, oui. S'il débarque avec la même envie ravageuse de faire, je sais pas, la petite marchande de choses comme fais-le. C'est autre chose, vous comprenez? Oui, bien sûr. C'est autre chose, c'est un autre mode d'expression, c'est un art à part entière, c'est un mode d'expression à part entière. Les gens ou trouvent des sujets ou adaptent des livres. Mais on n'est pas beaucoup plus propriétaire du sujet qu'ils trouvent que du livre qu'ils mettent à l'écran, même si c'est vous l'auteur. Pour moi, c'est comme par exemple dans le monde de l'opéra, en fait, où il y a des compositeurs qui ont fait des opéras sur des livrets qui existaient déjà, en fait.
moi j'ai une famille de musiciens classiques, donc je pense que je choisis cette idée-là parce que ça me parle en fait, et effectivement, je pense qu'il peut y avoir une approche qui est d'avoir envie de mettre en scène au sens orchestre, au sens faire converger des énergies, parce que c'est vrai qu'au cinéma c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir plein de gens qui se réunissent pour faire un projet ensemble. Et effectivement, la différence du livre, où le lecteur aussi projette son univers et son imaginaire par rapport à la lecture, disons que le cinéma, ça donne quelque chose d'assez concret par l'image et le son, donc c'est vrai que c'est aussi là que c'était chouette de voir qu'il y avait au final, qu'il y a une sève commune entre le film et le livre, parce qu'on ne peut pas dire que l'un soit le calque exact de l'autre, puisque le temps de lecture est différent, on peut mettre plusieurs soirées, plusieurs semaines, alors qu'un film ça dure 1h30, donc il y a des choses qu'on va raconter en quelques plans, on va raconter une idée, alors qu'on peut la développer sur un chapitre entier dans un livre, donc c'est obligatoire qu'il y ait des différences, on va dire, et pour moi ce qui était important c'est que la sève, l'humeur, la tonalité, ce qu'on ressent en fait, soit fidèle au livre. Et je reviens sur l'image de l'opéra, c'est vrai qu'il peut y avoir comme ça des opérations délivrées qui vont transporter avec une certaine mise en scène, etc., le spectateur, sans remettre en question le texte au départ. C'est ça que je voulais absolument dans l'adaptation. Et donc justement, le travail que vous avez effectué sur passer finalement du roman au scénario, ça s'est passé comment? Est-ce que Daniel Pénac a participé aussi ou... Bah oui, on s'est parlé souvent en fait, d'abord en se voyant assez régulièrement, et où Daniel me disait raconte-moi au Benin des Ogres. Donc moi je disais c'est un peu compliqué de vous raconter au Benin des Ogres parce que vous en êtes le père. Mais au final c'était sa façon de me dire aussi raconte-moi ta version entre guillemets du film, pas du livre. Du coup progressivement il m'a permis de m'approprier cette histoire, et en ayant très grande conscience que l'adaptation littérale ne ferait pas un bon film. Au sens, donc il me poussait, Daniel, à ce que je ne cherche pas à être trop fidèle, et en même temps je l'étais de fait, parce que j'avais pas envie de ne pas l'être, mais en me disant, s'il faut adapter des choses pour que le film soit bien, fais-le quoi. Et donc je dirais qu'après, il y a eu des réflexions de type, par exemple, que le livre étant sorti en 85, et que là on est quasiment 30 ans plus tard. Incroyable. Première question. C'est incroyable. Une première question. En 85, j'avais 5 ans, pour information. La plupart d'entre vous n'étaient pas nés. Incroyable. Donc voilà, une première question, c'est de se dire, par exemple, quand on fait l'adaptation, c'est de se dire, est-ce qu'on va l'adapter dans l'époque ou aujourd'hui? Moi, je me suis dit, faire un film d'époque sur certains sujets, c'est vital. Et là, en même temps, quand je lisais Au Bonheur des Ogres, je ne l'imaginais pas dans l'époque des années 80. Je l'imaginais dans une sorte d'intemporel, d'un monde un peu intemporel, parce que c'est un peu ça que j'aime dans la mise en scène, c'est pas forcément recréer la réalité. Et d'ailleurs, comme c'est un conte pour moi, Au Bonheur des Ogres, pour parler d'un conte, on commence par dire il était une fois, et puis une fois qu'on a dit il était une fois, on imagine des choses. Donc moi je me suis dit il était une fois Au Bonheur des Ogres, et en le lisant en fait j'imaginais une modernité. Par mon vécu et par le fait que je pensais que c'était bien aussi de l'adapter aujourd'hui. Donc déjà dans ce qu'on appelait la backstory, c'est l'histoire qui se passe dans le passé dans l'histoire, puisqu'il y a des disparitions d'enfants. En 85, il y avait des liens avec la Deuxième Guerre mondiale, puisque le magasin était fermé pendant la Deuxième Guerre mondiale, et c'est là que les sacrifices d'enfants avaient lieu. Et là on s'est dit, si on l'adapte 30 ans plus tard, des mecs qui étaient pendant la Deuxième Guerre mondiale en âge de faire ça, ils sont très âgés. Donc, et on s'est dit, du coup, tant qu'elle a adapté dans l'époque, on va du coup un peu transformer ça. Et on s'est dit, remettons à ce moment-là les ogres encore en activité dans le magasin, pour encore plus ancrer l'histoire dans le magasin, puisque visuellement il va être très au centre aussi, cet endroit. Donc on s'est dit, il faut vraiment que ça devienne l'ogre en chef, en fait, le magasin. Et donc on a commencé un peu à triturer, je dirais, la partie policière, puisque c'est un polar au départ, pour justement essayer de reconnecter ces choses qu'on avait déplacées dans le temps. Et puis la deuxième chose qui a été une des premières choses que je me suis dit dès le départ, c'est de me dire qu'il y a le personnage, le narrateur, Malocène dans le livre, et donc parle beaucoup à la première personne en racontant ce qu'il ressent, etc. Et je me suis dit tout de suite, on peut se dire tout de suite qu'on va mettre une voix off, que ça va être un film de voix off qui va dire bonjour, je m'appelle Benjamin Malocène, je vous présente ma famille, paf paf paf. Et
c'était presque tentant en fait en lisant le livre de se dire on va attaquer comme ça. Et je me suis dit c'est la meilleure façon de là d'être dans quelque chose qui se calque et qui va presque être trop proche. Et puis à l'image dans un film ça peut être distancié. On peut être à distance. En fait le personnage qui dit je vous présente ma famille, on va commencer à faire des plans pour montrer, mais avec une sorte de recul parce que c'est lui qui raconte. Ce qui n'est pas le cas dans un livre. Alors que là, dans un film, ça donne vrai. Et puis il y a eu plein de films de voix off très efficaces ces dernières années, donc je me suis dit, bon bah, une contrainte c'est de se dire pas de voix off. Il y a quelques phrases de voix off à la toute fin, mais. Et du coup, bah, on suivait, on découvrait l'histoire avec le personnage. Et du coup, ça le mettait plus au centre, différemment au centre, puisque c'est tout ce qui se passe autour de lui. Et on colle un peu à la découverte de l'histoire par son biais. Donc voilà, il y a eu plein de choses comme ça en fait. En fait, tu sais, Je suis un peu bavard. c'était pas la guerre de 40, c'est la guerre de 14. 14. C'est en 14, mon suicide européen, suicide européen, suicide mondial. On a quand même commencé notre XXe siècle par 2 suicides continentaux. Tout le monde s'entretue. Et les esprits étaient rendus tellement dingues par ces suicides que quantité de petites sectes démoniaques comme ça sont nées, dont une où en effet pratiquer des sacrifices d'enfants. Et à la fin de la guerre, en 1920, le Quai des Orfèvres a été obligé, pas le Quai des Orfèvres, mais le ministère de l'Intérieur a été obligé de monter une section spéciale de flics dont le boulot consistait à démantibuler ces sectes, tellement il y en avait. C'est-à-dire que la folie meurtrière, universelle et justifiée par les gouvernements qui se faisaient la guerre, avait entretenu et provoqué et entretenu des folies individuelles, des petits groupes comme ça, de gens qui se réclamaient de grands démoniaques, Gilles Doré. Aleister Crowley, des gens comme ça, Gilles Doré, bien sûr. Alors, je voudrais savoir, Denac, à quel stade vous avez découvert le film et quelle a été votre réaction? Je suis allé une première fois au Luxembourg voir une scène de tournage, qui était la scène de fin d'ailleurs. Comme je n'y connais rien en cinéma, j'ai jamais manié une caméra de ma vie. C'est un art que je ne saurais pas pratiquer parce qu'il faut rassembler une armée avant. Une armée de gens. Moi, je suis tout seul dans mon coin avec mon stylo. Puis après, ça... J'ai vu que vous aviez un ordi quand même. Ben oui, parce que sinon je dessine avec le stylo. Mais je n'ai à faire que ça se joue vraiment entre moi et moi. Et donc, je suis allé voir l'armée. Avec le général en chef qui était là. C'était d'ailleurs un général en chef extrêmement gai. Extrêmement. C'est assez rare aussi, parce qu'il y avait. Je suis allé sur d'autres tournages et. J'aime ce qui m'intéresse en tant que romancier sont les pauses. Les gens qui prennent des pauses. Qui prennent des pauses face à la postérité, ou qui prennent des pauses face aux journalistes, ou qui prennent des pauses, les profs face à leurs élèves. Les gens qui prennent des pauses. Et alors, il y a dans le monde du cinéma la pause. C'est merveilleux à observer. Alors, j'y allais en me disant, même si je m'ennuie, je verrai des pauses. Et j'ai pas vu de pause. J'ai vu un gars qui était exactement comme avec moi, et qui était avec tous ses comédiens et ses techniciens. Un chien qui ne voulait pas se coucher là où on lui disait de se coucher. J'ai vu, etc. On a passé j'ai passé une matinée très agréable en me disant, je ne saurais jamais faire ce métier. Je ne saurais jamais faire ce métier. Le contrôle de tant de sensibilité au même moment et qui se contrôle dans la répétition scène qu'on fait. Cette scène-là a été refaite, mais je ne sais pas combien de fois. C'est pas que les comédiens gardent leur calme que j'admire, c'est le fait que le réalisateur arrive à faire en sorte qu'ils gardent leur calme. Ça, je trouvais ça formidable. Parce que vous étiez là aussi. Un vrai dresseur de faux. J'ai eu beaucoup plus de difficultés sur ma situation. Et le film fini? Quand vous avez quoi? Alors le film finit
ce qui m'a frappé, c'est le film, une fois que tout a été fini, ce qui m'a frappé, c'est le rythme. Je me suis dit, il y a un rythme narratif qui, lui, est fidèle au livre. Le rythme est fidèle au livre, c'est que le livre va assez vite et le film va également assez vite. Ensuite, il y a évidemment des différences. C'est un film générationnel par rapport à. Les gosses, par exemple, ne parlaient pas en 85 comme Nicolas les fait parler aujourd'hui. Ça m'a frappé, ça, différent. Je ne voyais pas. Alors, il y a, vous savez, les auteurs. Est-ce que vous voyez. En réalité, la question ne se pose pas, parce qu'on n'a pas. Un auteur n'a pas d'image rétinienne, il a une image mentale. Il a beau dire, écrire que Thérèse est un sac d'os, qu'elle est absolument électrique. Si tu dis de quelqu'un qu'il est électrique, du point de vue des images, il n'y a pas tellement de... Bon. Et au fond, en regardant Au bonheur des hommes, je regardais les qualificatifs qui déterminaient le personnage de Thérèse. Aucun n'était... ne pouvait être pris pour une description et restitué, passer de l'image mentale à l'image rétinienne. C'est-à-dire que pour moi, Thérèse, c'est un caractère anorexique, un caractère électrique, un caractère tendu, un caractère inquiet, etc. Par ailleurs, j'ai aussi une image rétinienne, parce qu'évidemment, j'avais une de mes copines qui ressemblait beaucoup à cette fille, qui nous lisait les lignes de la main, et elle nous prédisait à tous des destins effroyables. Alors moi, par bonheur, ça ne s'est pas passé, mais je devais être assassiné à moins de 30 ans, oui, et laissant derrière moi une œuvre posthume, alors qu'en réalité, j'ai commencé à écrire à 40, et que je ne laisserai probablement pas derrière moi une œuvre posthume. Voilà. Non, donc c'était... Et alors, de voir cette jolie Thérèse, par exemple, il n'y a rien à voir avec ma Thérèse mentale. Ben, ça m'a plu. Je me suis dit, tiens, elle est plutôt mieux. L'espèce s'améliore. L'amélioration de l'espèce humaine. C'est vrai que moi, quand je faisais le casting, par exemple, quand j'ai vu cette jeune nana arriver, qui était hyper grande, complètement décalée, jour du violoncelle, avec un truc touchant en même temps, sa mère, par exemple, elle m'a fabriqué une girafe, elle m'a dit c'est pour attirer les bonnes ondes pour la sortie du film, donc sa mère est complètement sorcière, donc il y a une espèce de truc où en fait elle est très malocénienne en fait dans son univers personnel, dans sa façon d'être et tout, elle est complètement décalée. Et effectivement il y a un moment où les gens que je rencontre, à un moment j'ai envie qu'ils montent sur le bateau. Et puis c'est là que je trouve que c'est intéressant aussi, c'est de... Peut-être qu'à une époque j'avais tendance à vouloir faire rentrer les gens dans un cadre extrêmement précis, que là je fais toujours quand même beaucoup de choses très précises dans le choix des accessoires, des costumes, etc. Mais j'aime beaucoup plus rebondir sur les personnalités des gens, c'est ça qui me motive vraiment en fait aussi dans ce travail, c'est de construire avec chacun qui amène un peu son univers au projet. Et du coup en étant à l'écoute de ça, c'est pour ça que par exemple il y a plein de séquences que j'ai fait en étant beaucoup plus en captation que je n'ai pu le faire à une époque. Par exemple, les séquences où Malocène raconte des histoires à ses frères et sœurs, dans le scénario il était écrit que Malocène racontait l'histoire et qu'on voyait en image qu'il racontait. Et là, par exemple, j'ai dit à Raphaël, ça serait bien que tu prépares avant une impro des histoires en question, parce qu'en fait j'aimerais bien les filmer du coup, parce que ça va être intéressant d'avoir des réactions des enfants qui se marquent, écoutent, ou de toi qui raconte. Et puis en fait, c'est passé un truc vraiment... c'est devenu l'inverse, c'était plus des plans de coupe pour revenir sur eux pendant qu'il se passait. C'était qu'en fait, le Malocène qui raconte son histoire, qui était de la pure impro, donc à chaque prise, c'était pas tout à fait les mêmes dialogues, puisqu'à chaque fois il improvisait, il rebondissait sur ce qui se passait, le gamin qui lui posait des questions, etc. Ben, c'est devenu, dans les deux scènes où il raconte les histoires comme ça à ses frères et sœurs, c'est devenu presque la colonne vertébrale du montage. C'est qu'en fait, on venait rajouter des plans sur ce qu'il racontait, tellement c'était intense, quoi. Il était vraiment impliqué. Donc ça, typiquement, c'est des scènes qui, en plus, j'ai remarqué, plaisaient bien aux spectateurs aussi, et qui sont très dans le malocénienne, justement, dans ce côté où à un moment, ils se retrouvent tous ensemble, un peu comme au coin du feu, à se raconter des histoires et à participer tous. Pour moi, c'est comme si
c'était un journal télé interactif le soir, quoi. C'est-à-dire qu'ils participent à l'enquête en fait, tous ensemble, en posant des questions, et lui dans son côté un peu fantasmagorique, qui est aussi, je pense, une protection de ce qu'il vit dans la réalité, et aussi de pouvoir construire ce monde onirique. Et voilà. Il y a des moments d'une grande fidélité, des moments qui durent une seconde. Une seconde de fidélité absolue. C'est pas mal déjà sur 1h30. Le môme qui dort dans un tiroir, et quand il gueule un peu trop fort, on ferme le tiroir. Ça, c'était... Ah, ça fait un tonnerre de rire d'ailleurs à la fin du film. C'est d'ailleurs pas dans Bonheur des Ogres, ça. Ouais, c'est ça dans... après, ouais. Il l'a piqué dans un autre. On n'a pas les droits d'ailleurs. Il faut le dénoncer, il l'a piqué dans un bouquin dont il n'a pas acheté. Annoncer qu'il y a là un procès qui s'est fait. Oui, donc moi, je voudrais revenir sur la figure paternelle, qui est quand même qui est complètement absente du film, et en même temps, il y a ce frère-là qui s'occupe de ses frères et sœurs, mais qui est quand même, qui a une image quand même très de loser. Enfin, l'homme est quand même maltraité, je trouve. Et je voulais savoir pourquoi, et en tant qu'homme en plus, voilà, c'est assez intéressant de voir. Je trouve pas, moi. Mais non, mais attends, t'inquiète pas, je n'ai jamais trouvé, pas juste à cette... Je n'ai jamais trouvé que la description, je ne sais pas comment dire, il y a une force, mais ça fait rire de dire des choses aussi. Il y a une force inouïe dans la bonté. C'est-à-dire qu'au fond, pour moi, c'est le thème du film, quoi. Une des caractéristiques numéro 1 de Malocène, c'est qu'il fait un métier totalement pourri, évidemment, etc., qu'il est lui-même complètement jeté, que la mère fait un enfant par passion et qu'elle se réveille de chaque accouchement vierge comme devant et qu'elle remet le couvert avec le projet et qu'elle vire tous les mecs les uns après les autres, etc., que lui se retrouve donc avoir à charge des fruits de la passion, ce qui coûte forcément beaucoup plus cher qu'un gosse normalement calibré, ça fait des bêtises, ça, des tempéraments différents, mais que ce qui le caractérise et ce qui désarme ses interlocuteurs, c'est la bonté. Ce type n'est pas agressif. Il n'est pas agressif. Sa première passe d'armes avec Julie au plumard ne se passe pas du tout. Bon, il ne sort pas de là. Mais elle ne lui en veut pas, parce qu'elle sent qu'il y a de la réserve. Elle sent qu'il y a quand même une énergie là dont elle profitera un jour. Et elle a raison. Il est simplement... Et alors qu'est-ce que c'est que ce que j'appelle la bonté? C'est la prise en considération de l'existence des autres, tels qu'ils sont, sans, et avec une certaine curiosité, et sans que ces autres, si différents de moi soient-ils, n'entament ni ma curiosité ni ma patience, par exemple. Et c'est vrai que ça, c'est, voilà, le personnage tel que je l'ai voulu, c'est ça. Et ensuite, peu importe l'existence des pères réels, il n'y a pas de père réel, certes, puisqu'elle les vire, bon, mais il y a lui, qui est une sorte de paternité idéale. On aimerait bien aimé quand on avait cet âge-là, avoir un frère de famille comme ça. Bon. Il y a lui. Et moi, j'ai eu un peu ça dans ma vie. J'ai été élevé par un frère aîné qui avait 5 ans de plus que moi, et qui m'a élevé, mais absolument comme Malocène élève ses loupiaux à lui. Et quand il est mort, c'est un frère que j'ai perdu, quelques mois avant sa mort, on se promenait ensemble, et je lui ai demandé, est-ce que tu te rappelles une engueulade entre nous, une seule. C'est connu pendant plus de 60 ans. Une seule engueulade. Et il n'en a trouvé aucune. J'ai dit, mais quand même, je devais être très chiant. J'ai beaucoup... Il me disait, oui, mais
c'était intéressant à voir. Finalement, je me suis aperçu que j'avais été pour lui toute sa vie une sorte d'objet d'analyse, mais qu'il analysait avec une bienveillance immense, quoi. Et bon, Malocène, c'est un peu l'incarnation de ça. Ce qui est rigolo, c'est que moi j'ai un frère et une sœur qui sont beaucoup plus jeunes que moi, qui ont 10 et 12 ans de moins que moi, et je me suis vachement occupé d'eux en fait. C'est pas. Enfin, je comprends aussi pourquoi le bouquin m'a parlé, parce que c'est vrai que le rapport ludique avec eux, j'ai toujours voulu avoir un chouette rapport, et les moments où je me suis retrouvé à être un peu je dirais, dans des trucs où je me retrouvais à avoir trop de responsabilités pour leur dire un peu ce qu'ils devaient faire ou pas, et à un moment je me suis dit non, j'ai pas envie de prendre la place entre guillemets, mais en même temps j'ai envie de garder un rapport avec eux justement, où en même temps quand on a 12 ans de plus que sa petite sœur, on a inévitablement un vécu qui fait qu'on peut apporter des clés sur des trucs, mais en même temps voilà, donc c'est rigolo parce que... Et puis c'est très mal porté en France, la bonté. Vous vivez dans un pays où vous entendrez souvent dire, je ne sais pas, qu'il est trop intelligent pour être gentil. Ou alors, en revanche, vous entendrez qu'il a trop de cœur pour être intelligent. Sous-entendu, c'est un vrai con. Il est, donc, écoutez, ce gars-là, qui est gentil avec tout le monde, c'est un crétin. Voilà. Ça, c'est le fond de notre culture. C'est un des fonds de la culture française, contre lequel je me suis toujours gendarmé. Sans compter qu'on peut être méchant. Si on veut, en faisant un tout petit effort. Je voudrais revenir sur le tournage. C'est votre deuxième long métrage et c'est assez ambitieux. Enfin, le fait que ce soit un livre, comme dit Daniel Pénac, pas forcément adaptable, que vous tourniez avec des enfants, parce qu'on dit toujours que tourner avec des enfants c'est assez compliqué, etc. Dans un décor vraiment fort. Quelle a été quelles ont été les choses les plus difficiles sur ce tournage-là? En tout cas, pas tourner avec des enfants, parce que comme j'avais déjà fait un film avec des enfants, et comme je disais tout à l'heure, j'ai des frères et sœurs, donc j'ai toujours abordé le rapport avec les enfants d'une approche grand frère, justement, et je les responsabilise beaucoup aussi, les enfants, avant le tournage, en leur demandant s'ils ont vraiment envie de le faire, et du coup, je suis pas dans un rapport où je les force ou tout ça, c'est un truc où j'en fais des blagues, je les chatouille dans le sens, je les taquine, quoi. Mais je suis pas dans un truc où je suis dans un truc d'autorité en force, quoi. Après, effectivement, c'est un film avec beaucoup de paramètres. Je dirais que c'est comme faire un plat avec plein d'ingrédients, plein d'épices, etc. Parce que la préparation d'un film, c'est réunir tous ces ingrédients. Et puis au moment où on fait le plat, il y a un moment, c'est l'association de tout ça. Donc je dirais que c'est plus là qu'il y a eu la difficulté. Parce que pour moi, comme c'était un sujet qui était, je dirais, cinématographiquement entre plein de styles, puisque c'est entre polar, comédie, c'est un conte, c'est un film d'aventure, c'est un film décalé, un peu onirique. Donc on n'est pas dans un créneau extrêmement balisé. Et je trouve que c'est l'originalité du livre, et du coup je trouvais que c'était bien que le film garde cette originalité-là. Et en plus, je trouvais que ça me parlait bien aussi. Par exemple, je parlais tout à l'heure d'une famille de musiciens classiques. Moi j'ai écouté à la même époque du métal, du rock, du funk, n'importe quoi, et j'étais à l'aise dans les deux. Et j'ai toujours été à l'aise dans des choses assez contrastées, voire contradictoires. Et il se trouve que comme le titre a déjà cette antinomie-là, puisque Bonheur et Ox, il y a ce côté aussi contradictoire, en fait, c'est devenu un peu mon fil rouge en fait, sur la fabrication du film, en me disant, à chaque fois, je vais faire des choix et en même temps, je vais assumer d'avoir des choses qui sont presque contradictoires. Donc par exemple, chez les Malocène, il y a un côté un peu briquet de broc, qui peut avoir un côté un peu hors du temps, un peu même vintage, voilà, et je me suis dit, dans le magasin, il faut moderniser à fond, que ce soit un magasin, même si c'est dans un bâtiment ancien, qui soit plus à la Citadium, ou voire même assez high-tech dans le bureau de Sinclair. Dans le show de Malocène, c'est pareil, je me suis dit, Malocène, si je prends un comédien trop doux, ça peut devenir un personnage qui va être un peu passif et presque mou. Donc je me suis dit, je vais prendre un comédien qui va amener de l'énergie, de la pétillance et de l'humour. Et puis il se trouve que ce comédien, c'est un mec, un très beau gosse, donc je me suis dit, il faut qu'on le mette dans une machine à laver, parce que sinon son côté physique, qui est très photogénique, va presque être trop en avant. Donc je me suis dit, il faut contrarier ça en l'atifant de façon à ce qu'il soit... Voilà, donc à chaque fois il y avait ce jeu-là. Donc je dirais que
difficulté sur le tournage, ça a été une sorte de doute permanent que j'ai eu, qui était de dire, de trouver cet équilibre en fait permanent, parce que je trouve que c'est aussi ça en fait qui est touchant chez Malossan, c'est qu'il a un côté fragile dans la bonté au sens pur du terme, et donc je trouvais qu'il fallait qu'en même temps ça soit un film efficace, un film de divertissement, un film visuel, et en même temps je voulais qu'on soit touché par les personnages, parce que c'est aussi ça qui est dans le livre, c'est qu'il y a un style qui est très fort, il y a un rythme qui est très fort, et en même temps il y a des personnages qui restent très attachants malgré ça, et les deux cohabitent. Et du coup j'ai essayé ça en fait, donc en ayant un univers visuel très travaillé, par les décors, les costumes, etc. Et en même temps avec une caméra qui était plus en captation à des moments comme je disais tout à l'heure, et en essayant d'être au plus proche de la vraie sincérité de tous ces personnages, pour trouver justement cet équilibre dont je parlais tout à l'heure. Et j'étais constamment, je dirais, à me demander si cette mayonnaise allait prendre, ce plat allait prendre. Et pour le casting, vous aviez déjà votre idée en tête en disant bon, je vais prendre Raphaël personnage Raphaël, en fait, je l'avais rencontré sur un tournage il y a une dizaine d'années. Je faisais de la régie en parallèle de mes courts-métrages et tout ça. Et lui, il jouait un des seconds rôles du film, qui était un film qui s'appelle La première fois que j'ai eu 20 ans, Laurel Lévy. Et en fait, je l'ai redécouvert en allant voir La princesse de Montpensier au cinéma. Et là, j'ai senti qu'il pouvait avoir, même si c'était pas une comédie, j'ai senti qu'il pouvait avoir cette énergie et cet humour et ce sens de la comédie. Donc c'était instinctif. Voilà. Après, Émir, c'était une idée à l'écriture, Émir Kusturica, parce que c'était quelqu'un que j'apprécie énormément comme réalisateur, et puis je l'avais découvert dans La Veuve de Saint-Pierre de Patrice Lecomte, je l'avais trouvé très touchant. Et puis Guillaume de Tonquédec, je l'ai rencontré au théâtre, en allant voir Le Prénom, Théâtre d'Orsay, et c'est quelqu'un qui a une grande humanité, qui est un gros bosseur, et qui est quelqu'un qui est, en plus qui n'était pas trop dans ce registre-là, je dirais, donc c'était intéressant pour lui, il avait envie d'aller jouer un mec plus contrarié. Et puis Bérénice, en fait, je l'ai rencontrée au moment où The Artist allait sortir en France, et elle était dans l'attente de la sortie, et puis j'ai senti qu'elle avait une vraie motivation dans l'univers d'Anaël Pénac, parce qu'elle connaissait bien en fait le personnage de Tante Julia, et il y avait sa motivation qui m'a plu, et puis aussi le fait qu'elle pouvait amener une énergie aussi, puis quelque chose de, je dirais, de pas vulgaire, parce que le personnage de Tante Julia, il peut aussi basculer dans le fait qu'elle prenne les choses en main, qu'elle ait ce côté un peu... il fallait pas que ça devienne une fille qui soit croqueuse d'homme non plus, au sens où il fallait qu'il y ait un côté ludique dans leur rapport et dans leur histoire physique qui se fait pas tout de suite. Du coup, il y a une espèce de jeu entre eux en fait. Un côté ludique entre eux, et c'est une séduction qui passe aussi pas mal par le jeu. Et je trouvais qu'il pouvait y avoir un truc sympa entre eux. En fait. D'accord, et pour les enfants? Les enfants, en fait, j'ai fait un casting avec la directrice de casting Christine Polback. Et ça a été très rapide en fait pour le petit et pour Armand qui fait Thérèse. Ça a été plus long pour Jérémy, parce qu'en fait, c'est un personnage qui est vraiment entre deux âges. En fait, il est un peu pré-ado, mais il faut qu'il soit quand même encore enfant, connecté aussi, parce que il participe aux histoires, il est quand même... alors que si c'était un ado un peu trop assumé là-dedans, il s'en foutrait. Et puis en même temps, il a ce côté, genre 2 ans d'avance à l'école, mais en même temps, il dit des gros mots. Et en fait, c'était compliqué de trouver cet enfant-là. Et en fait, il se trouve que l'enfant qui joue Jérémy, je le connais depuis qu'il est petit, parce que c'est mon père et son parrain. Et il se trouve que le père d'Adrien, un jour, m'a dit, mais tu sais, un Jérémy, j'en ai un à la maison, et je le connais bien, mais en fait, je ne m'étais pas projeté avec lui. Et je lui ai dit, ok, faisons des essais. Et il a été formidable, parce que justement, il est ça aussi dans la vie, c'est que c'est un gamin qui est surdoué, mais qui était d'une certaine façon, qui était un peu aussi, je dirais, à l'école, pas forcément complètement connecté, enfin, il est un peu cancre en étant surdoué en fait. Voilà, encombrant quoi. Voilà. Et voilà, et c'est vrai que du coup je me suis dit, bon mais il y a le côté aussi, comme quand on lit Chagrin d'école de Daniel Pénac sur les cancres, et et je pense que je me disais ça colle bien en fait, ça colle bien parce qu'il est justement pile entre deux âges, et il était parfait pour les vannes et les répliques un peu corrosives, et en même temps quand Malossan raconte ses histoires, il participe et on sent que c'est pas fake, que c'est pas faux quoi. Et pour Luna, parce que c'est pas exactement comme... Luna, en fait, on a pris le parti, et ça c'était un choix qui est venu assez en amont, parce qu'en fait, on s'est dit qu'il y avait déjà le personnage de la mère qui est au téléphone, et on s'est dit que c'était intéressant de garder cette mère absente
en ne la voyant jamais dans le film. Et ça ne reste qu'une voix en fait. Ils en parlent, les enfants en parlent et tout, mais on lui en parle aussi, les flics lui en parlent, etc. Et donc on s'est dit, il y a beaucoup de personnages, et s'il y a une deuxième sœur qui vit pas sous le toit non plus, qui vit à Paris mais en n'étant pas sous le toit, ça devenait moins, entre guillemets, efficace sur un plan visuel. C'est-à-dire que là, on a vraiment la mère absente, et Malhausen, quand il rentre, il a sa famille sous son toit, et du coup on comprend bien qu'il doit s'occuper d'eux. Et du coup, Mélanie qui joue donc ce personnage de Luna, qui est un peu un mix, on va dire, entre Clara et Luna, dans le sens que tout ce qui a trait, je dirais, à la photographie, bah, comme Tante Julia a fait son enquête, on l'a remise sur Tante Julia, je dirais la partie du reportage en fait sur le commissaire. Et sur la partie Clara Luna, on s'est dit, bon, bah, on va garder la sœur enceinte, mais du coup, le fait qu'elle soit sous le toit, elle lui a pas dit en fait. Et on a gardé l'idée, comme Clara qui est un peu, je dirais, jalouse, enfin un peu amoureuse, en fait, bah, on s'est dit, on va en faire une sœur un peu jalouse. En fait, quand il y a Tante Julia qui débarque, elle lui met un peu d'escude. Et puis quand après elle se réconcilie avec son frère, elle dit je pensais qu'on l'élèverait ensemble. Donc elle est quand même dans une idée, c'est fait de façon douce comme ça, mais dans une idée où elle va élever son enfant avec son frère. Donc là, c'est là que ça reconnecte avec Clara en fait. Donc voilà, on a fait ce choix-là parce qu'on se disait une autre sœur absente, ça va faire deux sœurs à gérer, enfin la sœur et la mère. Et au bout d'un moment, on va plus trop. Enfin, je me suis dit, on va moins comprendre en fait la logique de la famille. Tout comme par exemple, on a supprimé le personnage de Théo. Parce que, comme on a... Ils m'ont supprimé. Il m'a supprimé tous mes personnages. Pauvre. Il est très fort à pétanque, Neige, parce que je prenais l'accent là. On avait la pétanque cet été, très très fort, même Cyril. Et c'est vrai que par exemple Théo, c'est une figure amicale aussi, et comme